Voilà, deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les télévisions locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios territoriales qui sont nos partenaires et TV5 Monde. Et l'invité politique ce matin en direct sur ce plateau, bonjour. C'est Hugo Bernalicis, vous êtes député La France Insoumise du Nord. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat, bonjour Marcelo. Bonjour. Et bonjour Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour. Le grand quotidien français. Voilà, votre interview sera retransmise ce matin sur le site vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h. On en vient tout de suite à l'actualité. Dans le cadre de l'affaire Benalla, le bureau du Sénat saisit la justice des cas de 3 collaborateurs clés du président Macron. Vous êtes député, mais vous êtes avant tout parlementaire. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, le Sénat a joué son rôle de contrôle ou a-t-il, selon vous, outrepassé ses prérogatives ? Je pense que le Sénat a vraiment, véritablement joué son rôle de contrôle, et je vais même dire davantage, c'est que l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. L'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle de contrôle et on a empêché les parlementaires, le parlementaire d'opposition que je suis, d'aller au bout d'une histoire comme celle-là qui semble invraisemblable. Vous étiez membre de cette commission d'enquête à l'Assemblée. Parce que je suis membre de la commission des lois et c'était la commission des lois qui s'est transformée en commission d'enquête. Et vous avez vu comment elle a été avortée extrêmement rapidement. Nous avons à 2 reprises demander à la présidente de la commission des lois et plus précisément même au président de l'Assemblée nationale de remettre sur pied, de remettre sur place une commission d'enquête sur un périmètre plus large comme l'a fait le Sénat, et on a eu 2 fois aucune réponse en fait. Voilà la réalité de comment fonctionne l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas sur cette mission de contrôle de l'exécutif. On voit que cette majorité pléthorique nous fait faillir à une mission fondamentale que nous confère la Constitution. Et comment vous réagissez quand vous voyez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, dire ce matin avec Colonne du Figaro qu'on est clairement dans que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée? Non mais on se pince, on croit rêver, c'est une blague. Je me souviens de cette séquence à la Maison de l'Amérique latine, vous vous en souvenez peut-être vous-même, quand Emmanuel Macron s'était présenté face aux 3/4 du gouvernement, à une bonne partie des parlementaires de la commission des lois qui étaient dans la commission d'enquête, ont même quitté la commission d'enquête pour aller à la Maison de l'Amérique latine parce que c'est pas trop loin de l'Assemblée. Et ils sont allés tous faire un discours pour applaudir le chef de l'État qui disait Benalla est un excellent collaborateur, je le remercie pour ce qu'il a fait. D'ailleurs, il y a un responsable, si vous le cherchez, il est là, il est devant vous, c'est moi, et qu'il vienne me chercher. Voilà, rappelez-vous cette séquence. Et c'est cela même qui nous explique qu'il y a un problème avec la séparation des pouvoirs quand le Sénat fait son travail. Non, moi, on marche sur la tête. Alors, on est habitué à vivre dans un monde de plus en plus orwellien. Il faudrait un peu que ça s'arrête et qu'ils redescendent sur Terre et qu'on puisse aller au bout de cette affaire. Et je sais que vos confrères de Mediapart prévoient de nouvelles déclarations ce matin à 9h. Comment vous interprétez d'une manière générale les réactions des membres de la majorité? Pourquoi ils en font trop? Comment vous voyez ça? D'une part, c'est une mauvaise histoire pour eux. C'est une mauvaise histoire, il faut le dire. Mais ils n'auraient pas intérêt à faire profil bas plutôt que d'essayer d'allumer des contre-feux ou de... C'est qu'à un moment donné, ils sont obligés de réagir, quoi. Tout le Sénat se mobilise, la grande majorité du Sénat, les parlementaires d'opposition de l'Assemblée, comme moi, mais comme d'autres. Donc à un moment donné, ils ne peuvent pas être dans le mutisme, c'est pas possible. Il va y avoir encore des nouvelles annonces. Donc ils sont obligés au moins d'allumer des contre-feux. Annonces de Mediapart à 9h, il s'agit de quoi? Mais je ne sais pas, il paraît qu'il y aura un nouveau élément, un nouveau personnage dans l'histoire. C'est comme ça qu'a présenté les choses Edoui Plenel. C'est clair que, vous savez, on a vu au fil de cette affaire qu'il y avait une bonne dizaine de conseillers non déclarés, en tout cas officieux, qui n'étaient pas dans les listings. Un peu moins. Un peu moins, j'en sais rien. En tout cas, moi, du début de l'affaire Benalla, c'était une dizaine qui était annoncée. Alors peut-être que c'est 8, peut-être que c'est 7, justement, on n'en sait rien. Mais peut-être que c'est parmi ces personnes qu'on a un nouvel élément dans l'affaire. C'est une hypothèse que je mets là, on en saura beaucoup plus dans quelques heures, donc je vais être patient. Quand vous voyez qu'Édouard Philippe boycotte, hier, les questions au gouvernement du Sénat, quelle est votre réaction? Vous comprenez cette bouderie? Non mais c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. Vraiment, il y a une situation politique, il y a des questions qui se posent, il vient, il répond. C'est la première fois d'ailleurs qu'il se défile de la sorte. Jusqu'à présent, il avait toujours mis un point d'honneur, y compris dans les moments compliqués, d'être présent. Quoique, quand je dis ça, justement au début de l'affaire Benalla, souvenez-vous, il avait préféré aller... Non, on lui a demandé, Emmanuel Macron lui a demandé d'aller plutôt sur une étape du Tour de France que de venir à l'Assemblée nationale. Après, il avait été très présent pendant tout le mois de juillet. Vous voyez, finalement, c'est une mauvaise stratégie. Ils sont en train de retomber dans une mauvaise stratégie. Il finira par être obligé de revenir et de répondre aux parlementaires. Alors demain, samedi, acte 19 des Gilets jaunes. Tournant sécuritaire, vraiment le gouvernement a dit on va mettre les moyens, on met des drones, on interdit les manifestations dans plein d'endroits, place de la Concorde, Champs-Élysées.
Est-ce que vous comprenez quand même qu'il faille rétablir l'ordre public dans ce pays? Non, bah, tout le monde est pour rétablir l'ordre public dans ce pays. D'ailleurs, c'est une banalité quand on dit ça. La question, c'est comment on y parvient. Ça fait des semaines et des semaines qu'on explique, et pas que les parlementaires de la France Insoumise, qu'il faut une désescalade, une stratégie de désescalade. Et là, ce qu'on voit, c'est même pas un tournant, c'est une escalade. C'est la continuité. Les éléments de langage qui sont posés aujourd'hui en disant si vous allez à telle ou telle manif et qu'il y en a un qui casse une vitrine, de toute façon, vous êtes complice parce que vous êtes dans la manif. Ça a commencé il y a déjà quasiment 2 mois, puisque j'ai déposé une plainte contre Christophe Castaner pour ça, parce que la complicité de casse en manifestation, ça n'existe pas dans le code pénal. Et qu'inventer des caractérisations pénales, c'est intimider les gens. C'est faire en sorte de les empêcher d'aller manifester. Dire attention, vous allez vous faire attraper par la patrouille. Et on a vu déjà cette circulaire aussi, cette note interne du procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, qui a été nommé par ce gouvernement, par Emmanuel Macron par ailleurs, qui prévoit qu'on garde le plus longtemps possible les gens en garde à vue. Ça, c'est pas l'état de droit, c'était déjà pas l'état de droit. Alors là, en plus, on vient nous rajouter quoi? On vient nous rajouter les militaires. C'est ça l'élément qui est vraiment important. Jusqu'à présent, sous la Ve République, personne, pour faire du maintien de l'ordre n'avait fait appel aux militaires. Ni pendant les émeutes dites de banlieue, ni pendant... pour surveiller de façon statique des bâtiments. Mais même dans ce cadre-là, même en mai 68, on n'a pas mis des militaires pour faire des gardes statiques, pour surveiller les bâtiments. Face aux casseurs, qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, moi j'écoute quand même un petit peu ce que dit Christophe Castaner. Il nous a dit il y a 1 mois et demi, chez Jean-Jacques Bourdin, et à plusieurs reprises, parce qu'on a eu une proposition de loi sur le sujet, vous le savez, qu'il y avait entre 150 et 300 casseurs dans le pays. D'accord? Ce sont les mots de Christophe Castaner. Il dit et on les connaît. Il a répété à plusieurs reprises. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on passe de 150 à 300 casseurs qu'on connaît à 1500, juste le samedi dernier. Et puis, au bout de 2 jours, comme pour justifier l'opération Sentinelle et d'autres mesures coercitives, on a des déclarations disant non, ils n'étaient pas 1500, ils étaient 10 000 casseurs. Mais il y a des casseurs d'étrangers, il y a des Black Box, il y a des gens comme ça, vous le savez. Oui, mais c'est une poignée de personnes. Bien sûr qu'on sait les identifier. Pourquoi on sait les identifier? Encore une fois, regardez la faille du dispositif, la manière des éléments de langage de Christophe Castaner. Il dit on les connaît. D'ailleurs, les services de renseignement avaient tous les éléments. On savait qu'ils seraient là. Alors qu'est-ce qu'on attend? S'il y a des personnes qui commettent des délits ou des crimes, il faut les arrêter, c'est tout. Le problème, c'est qu'en fait, on arrête tout un tas de gens qui n'ont rien fait. Et c'est là le point caractéristique qui fait qu'ensuite, excusez-moi, il y a une escalade et une radicalité qui augmente de manifestation en manifestation. Et donc c'est bien le contraire qu'il faut faire. Vous avez demandé officiellement à la maire de Lille, Martine Aubry, de prendre un arrêté municipal symbolique pour interdire l'usage du LBD sur la commune, comme l'a fait le maire de Fersbourg en Moselle. Est-ce que vous pensez que cet appel sera entendu et qu'est-ce que ça peut changer, puisque c'est très symbolique en réalité? Je l'espère. Ce qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on a organisé une réunion hier à l'Assemblée à 14h à notre initiative. On a invité tous les groupes parlementaires, on a invité tout un tas d'associations, de syndicats, de personnalités, pour dire écoutez, là ça va trop loin. Il faut qu'on pose tous des actes politiques sur un arc de force suffisamment large pour rappeler ce que c'est la République et l'État de droit. Vous m'entendez? Rappeler ce que c'est la République et l'État de droit. Parce que les régimes politiques qui font appel à l'armée dans le cadre du maintien de l'ordre, les régimes politiques qui maintiennent les gens en garde à vue, arbitrairement, alors que ce n'est pas le cadre du code de procédure pénale. Les régimes qui utilisent des armes comme les LBD 40 ou les grenades explosives, qui font qu'il y a des gens qui ont des mains arrachées, qu'à ce jour, 22 personnes éborgnées dans le cadre des manifestations. Comment on appelle ça d'habitude? Et vous avez vu que le gouvernement a demandé que les LBD soient utilisés sans restriction, pas de réserve sur l'utilisation des LBD ce week-end. Ah bon? Et donc, il n'y a plus de cadre déontologique? Si, dans un cadre déontologique. On peut viser le visage tranquillement? Non, mais le gouvernement vous faites bien de me poser la question de inquiété de voir que les policiers utilisaient moins, en raison des polémiques, les LBD. Ils ont demandé qu'on les utilise dans les cadres normaux. Heureusement qu'ils l'ont utilisé moins. Parce qu'on l'a utilisé, j'espère, dans un cadre beaucoup plus réglementaire. Quoique samedi dernier, il y a quand même 4 tirs de LBD au visage. Vous savez qu'il faut une formation pour utiliser LBD. Bah oui, mais vous savez combien de temps elle dure, cette formation? C'est une journée, vous avez une journée d'entraînement et vous devez recycler votre stage tous les 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, et quand vous ne l'utilisez pas tous les 4 matins et qu'on vous le met entre les mains, ça pose un petit peu un problème. Parce que d'ailleurs, ce sont des équipages BAC
qui ont essentiellement utilisé les LBD, pas que, hein, mais essentiellement, avec des méthodes qui sont d'habitude utilisées dans les quartiers populaires, parce que des éborgnés, on en a aussi dans les quartiers populaires. Mais Hugo Bernalicis, la sécurité, c'est une de vos spécialités. Vous aviez rédigé le livret Sécurité, retour à la raison pour la France insoumise. Vous parlez de désescalade, mais vous n'avez pas répondu à une autre question. Concrètement, et c'est pas une question politique, en dehors de toute considération politique. Quand vous invitez à la désescalade, c'est quoi les clés? Comment on fait pour obtenir une vraie désescalade sur le terrain, pas sur le terrain politique de la dénonciation. Techniquement, on fait comment? Demain, je suis ministre de l'Intérieur, comment on fonctionne? Voilà, exactement, vos propositions concrètes. C'est bien de se projeter de la sorte. Hein. Vous appelez la démission de Castaner, donc si c'est vous qui êtes nommé demain. Non, mais moi j'ai dit, demain je prends sa place, il n'y a pas de problème. Alors vous feriez quoi? Par ailleurs, on va quand même pas oublier, je vais vous répondre là-dessus, mais n'oublions pas tout de même le point central, c'est pourquoi les gens sont dans la rue. C'est pour des raisons politiques. Mais ça c'est la réponse politique. Mais la réponse technique sur la désescalade. Ne pas qu'on l'oublie. D'accord, mais ensuite, sur la question de pas pour ne pas répondre sur la désescalade. Je vais vous répondre. Sur la question du maintien de l'ordre. Les techniques de désescalade, c'est que vous essayez de mettre un dispositif qui est un peu plus en retrait. Comment font les Allemands? Au lieu d'être au bord de la rue, au lieu d'avoir des équipages de la BAC qui suivent le cortège quasiment au corps à corps tout le long, avec des échanges d'insultes, etc., qui viennent faire monter la tension, et ben vous reculez. Vous reculez d'un cran. Par contre, vous avez un dispositif où vous identifiez beaucoup plus en amont les personnes qui seraient fauteurs de troubles et vous les identifiez aussi à l'aide des vidéos, etc. Derrière ceux qui ont cassé, ceux qui ont véritablement cassé. Voilà comment vous gérez un dispositif. Et surtout, vous prenez soin que toutes les manifestations qui ne montrent aucune hostilité ne soient pas du tout inquiétées. Et dans la désescalade, il y a aussi à faire en sorte d'assumer qu'il y a eu, oui, des violences de la part de policiers. Je crois la plupart du temps sur ordre, je crois la plupart du temps dans le cadre de dispositifs dont ils n'ont pas la maîtrise. Ça veut dire que vous souscrivez à une partie de ce que propose le gouvernement. Par exemple, les produits de marquage, vous parlez d'intervenir, de repérer en amont les casseurs. Ça veut dire que vous êtes pour les produits de marquage, par exemple? Non, parce vous parlez des vidéos, l'usage des drones, etc. Vous êtes pour. Regardez, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Christophe Castaner dit il y a 150 à 300 casseurs, on les connaît. Bon. Et on n'a toujours pas utilisé de produits de marquage. On n'a pas besoin de drones. Et on les connaît. Fait à partir de ce non, mais attendez, on les connaît. Au tout début de la mobilisation, il y a 6 personnes qui ont été interpellées des mouvances d'extrême droite avec l'aide de la DGSI, qui les ont identifiées, qui ont fait le travail de police classique. Ce que vous sous-entendez, c'est que le gouvernement a joué le pourrissement, a laissé les Black Blocs le faire. Alors vous avez même les syndicalistes policiers, le secrétaire national d'UNSA Police, qui explique, qui se demande pourquoi, comme pour le 1er mai, il y a un peu plus d'un an, pourquoi on a demandé aux policiers de ne pas intervenir sur les Champs-Élysées, dans un premier temps. Donc vous êtes en train de nous dire que le gouvernement a laissé casser délibérément? Écoutez, ça fait à plusieurs reprises qu'on se demande comment ce dispositif peut avoir lieu. Alors, à l'époque, vous avez des éléments concrets et tangibles là-dessus? C'est les policiers qui nous disent ça. Là, c'est le secrétaire national d'UNSA Police. Vous avez entendu hier Castaner qui dit devant le nouveau préfet, Didier Lallemand, tolérance zéro, et les Black Blocs, leur place c'est en prison. Oui, la dernière fois que M. Lallemand a fait tolérance zéro, c'était pour justifier le fait que mon collègue parlementaire, député Loïc Prud'homme, que ce soit normal qu'il ait été matraqué alors qu'il marchait sur le trottoir. Il y avait lui et un ami. Ils étaient 2 sur le trottoir, pas du tout de gilets jaunes, pas d'hostilité, rien du tout, et il se fait matraquer. Vous trouvez ça normal? Vous avez porté plainte. Vous trouvez ça normal pour un citoyen déjà? Et qui plus est pour un parlementaire? Bien sûr que la plainte a été déposée, à la fois à l'IGPN et une plainte classique au commissariat de Bordeaux. Non mais vous voyez, tout ça participe de l'escalade. Ce n'est pas possible. Regardez ce que disait le préfet Grimaud en 1968. Il disait voilà, qu'il y ait des interventions qui soient un peu violentes, parce qu'on va intercepter des casseurs, des gens qui veulent en découdre avec la police. Bon, dont acte. Mais il disait derrière aux policiers, attention, ne frappez pas quelqu'un au sol, ne frappez pas quelqu'un que vous avez déjà arrêté, parce que sinon on se déshonore, et c'est comme ça que la police perd de l'autorité et du respect par rapport à tous les autres manifestants qui n'ont pas envie d'en découdre avec la police. Hugo Bernalicis, député à France Insoumise du Nord, et notre invité politique ce matin. Le Brexit, on se dirige vers un report de brève durée, et les 27 s'accordent pour un délai à donner à la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, selon vous ? Je sais pas, en matière de Brexit, je ne sais pas vous dire ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle, surtout dans cette période de négociation. On voit que les Anglais, en tout cas les parlementaires anglais, veulent aller jusqu'au bout des tentatives pour avoir l'accord le plus favorable, ce qui semble assez logique. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un point de contradiction entre ce que veulent les parlementaires britanniques, ce que veut aussi le peuple britannique, visiblement, parce que bon, dans tout ça, dans cette histoire, il est un peu mis à l'écart, et ce que veulent les 27, enfin plutôt ce que veut la Commission européenne. Donc,
je ne sais pas comment ça va aboutir. Je ne sais pas comment ça va aboutir. Ce que je sais, c'est que sortir de l'Union européenne comme ça, pour rester dans le même cadre libéral, finalement, ça n'a plutôt que des inconvénients et assez peu d'intérêt. Mais vous vous dites pas, quand vous voyez ça, les difficultés, on est quand même à quelques jours du Brexit, tout le monde c'est une impasse, que finalement sortir des traités, c'est très compliqué. Sortir des traités, c'est ce que vous appelez, vous, à la France Insoumise, le plan B. Oui, sauf que ça se fait dans un cadre négocié, concerté, où on regarde, on discute. Et il y a eu 2 ans de concertation, et au final, c'est l'impasse. Oui, mais sauf que, d'une part, l'Angleterre a une position géographique qui est un peu particulière. Et d'autre part, notre proposition politique, c'est d'abord de créer du clivage au sein de l'Union européenne et de voir jusqu'où on peut pousser nos partenaires européens. Et si ce n'est pas le cas, de sortir des traités. Or, vous voyez évidemment, bien et de revenir. Très difficile. Mais j'ai pas dit que c'était facile. Personne n'a dit que c'était facile. D'ailleurs, si on arrivait à négocier avec notamment avec le gouvernement allemand en disant écoutez, on remet en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne et les États peuvent emprunter directement auprès de la BCE, je vous dis tant mieux, allons-y, si on peut faire des conquêtes sociales, si on peut harmoniser pour réimplanter des services publics. Sauf que c'est pas ce que veut faire le gouvernement britannique à l'heure actuelle, c'est pas pour ça qu'il est sorti des traités. Et deuxièmement, la méthode n'était pas la bonne. Ils sont sortis comme ça sur un vote, et puis après on verra ce qu'on va faire. Nous, c'est le contraire. On sait précisément ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire, notamment sur la question des services publics. Et ensuite, on voit comment on organise le rapport de force et la discussion et la négociation au sein de l'Union européenne en disant oui, si à un moment donné, l'option c'est sortir des traités, on le fera. Sauf que quand vous êtes le pivot qu'est la France au sein de l'Union européenne et que vous avez des partenaires, notamment du sud de l'Europe, qui sont prêts à discuter avec vous parce qu'ils ont des convergences industrielles, économiques, d'échanges, ça change un peu la donne de la discussion, croyez-moi. Une minute, à peine. Une question locale, du coup, le 16 janvier, vous avez déposé une proposition de loi pour réglementer la vente de protoxyde d'azote que les jeunes à Lille, de manière assez spectaculaire, détournent pour en faire une espèce de gaz hilarant, enfin une drogue. Est-ce que vous serez suivi ? Vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux ? Très vite. Et comment les chances d'aboutir de cette proposition de loi ? Je vais faire très vite. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz qui est utilisé aussi à l'hôpital pour anesthésier rapidement. C'est ce qu'on appelle effectivement le gaz hilarant. Il est utilisé beaucoup à Lille et le phénomène nouveau, c'est par des mineurs et par des très jeunes. Mais c'est pas dans la seule ville, c'est en train d'essaimer, mais vraiment à Lille. On est pour proposer l'interdiction de la vente aux mineurs, d'accord ? Donc pour pénaliser le vendeur, pas le jeune consommateur, et puis aussi pour mettre un sigle dessus indiquant que c'est un produit dangereux. Chimiquement parlant, parce que ça sert à faire de la chantilly normalement, c'est ce que vous mettez dans votre siphon pour faire de la chantilly pour les amateurs de cuisine. Écoutez, j'ai eu un accueil extrêmement bon de tous les maires de la métropole lilloise, quel que soit leur bord politique. Et les autres députés ? Et des parlementaires, exactement, y compris des parlementaires de la République En Marche. Donc ce sera une proposition de loi LFI qui sera adoptée ? Alors, figurez-vous que ça va être plus compliqué que ça, parce que la Direction Générale de la Santé a dit non, niet, hors de question, parce que ce serait faire une entorse à la concurrence. On croit rêver. On nous a dit il faut mieux faire de la prévention, monsieur le député, c'est plus important de faire de la prévention que de faire de la répression. Bon, on se pince encore une fois, on s'est dit ah bon ? Mais sur l'alcool et le tabac, du coup, vous nous proposez quoi ? Qu'on arrête l'interdiction aux mineurs, c'est ça ? C'est ça que propose la Direction Générale de la Santé ? Non mais c'est hallucinant. Donc je vois qu'il y a une majorité des parlementaires qui y sont pour. La proposition a été déposée aussi au Sénat également par des parlementaires de la République En Marche. J'espère que ça fera son petit bout de chemin. Merci Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, d'avoir été notre invité politique ce matin. On passe au débrief de l'actualité. Merci Stéphane Vernet, merci Marcelo Westfred. Voilà, notre invité quitte ce plateau. Au revoir, merci. Et font leurs entrées André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde. Cette chaîne, le troisième réseau de télévision du monde, qui nous diffuse dans 200 pays en 17 langues. Bonjour André, merci d'être avec nous. Et Michel Richard, éditorialiste au Point, qui était présent dans la première partie de cette émission. Messieurs, on part tout de suite de cette affaire Benalla. Dans le cadre donc, de cette affaire, le bureau du Sénat a saisi la justice des cas de 3 collaborateurs clés du président Macron. On a posé la question à notre invité de savoir est-ce que, selon lui, il est parlementaire, il est député certes, mais il est parlementaire, est-ce que le Sénat avait joué son rôle de contrôle ou est-ce que le Sénat avait outrepassé ses prérogatives ? Lui, il considère que le Sénat a vraiment joué son rôle et que l'Assemblée ne l'a pas joué. Il est député. Moi, je pense qu'il a raison sur ce plan-là parce que la commission du Sénat a le sentiment, et peut-être à bon droit, qu'on ne lui a pas tout dit. Il y a quand même eu beaucoup d'heures de questions et d'auditions.
Et vous avez vu, et on a pu suivre, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont sorties après ces auditions. Et simplement, moi je pense que le Sénat fait son travail. Bien sûr qu'il y a un contexte politique là-dessous, mais fondamentalement, je ne vois pas de souci sur le fait que le Sénat signale à la justice un certain nombre de faits. Moi je trouve que c'est assez sain, au fond. C'est que le politique fasse son travail et que la justice fasse le sien. Michel Richard. Oui, grosso modo, même réponse, un des boulots du pouvoir législatif, c'est de contrôler l'exécutif. Voilà, ça a été fait. Alors après ça, on peut discuter à la marge. L'Assemblée ne l'est pas fait. Alors l'Assemblée, parce que malgré tout, elle a été, il faut bien le dire, vaguement téléguidée par le pouvoir exécutif, puisque la majorité parlementaire à l'Assemblée est évidemment proche de l'Élysée. Alors après ça, qu'à la marge, il y ait pu y avoir des exagérations, une sorte d'acharnement, parce que malgré tout, c'est l'opposition qui est majoritaire au Sénat, et qu'il y a eu, on le voit bien dans le bureau de l'Assemblée, cette coalition entre les républicains, les socialistes, les communistes, pour voter justement le renvoi devant la justice des collaborateurs d'Emmanuel Macron. On peut évidemment dire ça sans être totalement naïf. Maintenant, est-ce que cette histoire, c'est le plus grand scandale de la Ve République? Franchement, je ne le pense pas. Est-ce que ça donne, aujourd'hui, dans ce contexte de gilets jaunes, qui pose un problème considérable à tout le monde, à l'ensemble du monde politique, est-ce que les petites bisbilles du Premier ministre qui boycotte les questions d'actualité au Sénat, de Richard Ferrand qui ne va plus rencontrer Gérard Larcher, etc., est de nature à réconcilier les Français qui pourtant aurait bien besoin avec une classe politique convenable, je n'en suis pas sûr. André Crettenand, acte 19 des Gilets jaunes, on a entendu notre invité politique ce matin, donc Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, spécialiste dans son parti des questions de sécurité, dire au fond qu'on avait tardé à prendre des mesures et attendant de ce qui allait être mis en place, aussi un certain nombre d'informations sur en gros, la légalité de tout ça. Vous lui avez proposé d'ailleurs le poste de ministre de l'Intérieur, qu'il a accepté. Voilà, donc je veux dire, un insoumis qui est un peu anarchiste, un insoumis qui est prêt à prendre l'Intérieur, c'était intéressant. Non, moi je trouve ce débat... Est-ce qu'il y a des problèmes légaux, justement? Est-ce qu'il y en a? Alors moi je trouve ce débat intéressant parce qu'il montre une certaine schizophrénie. D'un côté, on ne veut plus de violence, on condamne la violence, et dès qu'on parle de mesures de sécurité un petit peu plus sévères, oulala, on crie, c'est à la liberté. On enfreint la loi. À la liberté de la... Moi, je veux dire, en tant qu'observateur étranger non français, vous êtes suisse, on va le préciser pour les téléspectateurs. Énorme à comprendre ça. Et je crois que je ne suis pas le seul. Et je pense que c'est assez typiquement français, c'est-à-dire cette idée que la manifestation, le fait d'aller gueuler dans la rue, c'est tellement important, c'est tellement constitutif de l'esprit français que, attention, il faut débat. Et il y a et vous voyez bien, on voit des images là, il y a cette contradiction. Ça dépasse l'esprit français. Là, vous avez vu les images qui passent pendant que vous parlez. On voit bien ces dégradations. Mais il y a cette contradiction justement sur le fait qu'il y ait des mesures un peu plus sévères. Et d'ailleurs, souvenez-vous, en décembre, la police a tout à fait réussi, après le premier épisode, à maintenir l'ordre. Moi, je pense simplement qu'on a sous-estimé, que tout le monde s'est un petit peu endormi, y compris la police. Elle a un peu oublié qu'il pouvait se passer ce type d'événement. Et franchement, je pense qu'il n'y aura pas de problème samedi. Je pense que samedi, la police fera son travail. Michel Richard, c'est l'acte 19. Oui, sur le caractère légal. Bon, par exemple, il y a les règles d'engagement des LBD, les fameuses LBD. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Il faudrait être formé, je l'ai rappelé. Peu de temps, paraît-il. Absolument. Il y a des règles d'engagement qui sont très précises sur la distance à laquelle on les déclenche, la formation, etc., etc. Qu'il y ait pu y avoir tel ou tel tir qui ne corresponde pas à ça, c'est très possible. Et du reste, il faut rappeler à notre interlocuteur qu'il y a, je crois, 162 enquêtes de l'IGPN sur, justement, l'abus d'autorité, enfin, les débordements policiers. J'emploie le mot violence policière avec beaucoup de précaution, parce que pour un gilet jaune, les violences policières commencent à partir du moment où un CRS
repousse un manifestant. Ça n'est pas de la violence policière. À certains moments, ils reçoivent des pavés. C'est l'usage. À certains moments, ils reçoivent des pavés. Oui, mais bien sûr. Et puis en outre, le boulot des forces de l'ordre, c'est de maintenir l'ordre. Ils ont le monopole d'une violence légitime. La violence policière ne commence que quand il y a abus de leur intervention. Si donc il y a abus des tirs de LBD, il y a des instructions, encore une fois, je crois 162 plaintes instruites par l'IGPN. Ça n'est pas rien. Voilà pour le cadre légal. Je ne crois pas que l'on puisse dire, comme notre interlocuteur semblait le donner à penser, que nous sommes dans un État qui soit, si peu que ce soit, dictatorial. Franchement pas. D'autant plus qu'on voit bien qu'une de ces obsessions, qui explique d'ailleurs une certaine partie des débordements, c'est surtout qu'il n'y ait pas de mort. C'est son obsession depuis l'affaire de Manif-Kousseken. Et il n'y en a pas eu. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rappeler que la France est malgré tout une démocratie, même si elle a des aspects monarchiques, mais ça reste une démocratie quand même. Un petit mot, André Crétan, sur les 27 qui proposent un report du Brexit au 12 avril. Comment ça va finir cette affaire? Alors ça, c'est un observateur neutre, vous êtes suisse. Alors d'abord, je pense que ce n'est pas une question sympa. Je ne peux pas me poser cette question puisque vous savez très bien que je n'ai pas la réponse. Je ne sais suisse, pas. Vous avez une petite habitude d'être dans l'Europe sans être dans l'Union européenne. Absolument, oui, mais je ne sais pas. Mes collègues à Bruxelles ne savent pas non plus. Mes collègues à Londres ne le savent pas non plus. Theresa May n'en sait rien. Theresa May ne sait pas ce qui va lui arriver, puisque vous savez que le report est conditionné, enfin que les Européens conditionnent le report avril-mai, à la condition que le Parlement britannique accepte l'accord qui a été négocié. Or, ils l'ont déjà refusé 2 ou 3 fois. Deux fois, et donc ça me paraît difficile que le Parlement... Donc moi, je pense quand même qu'on va vers un Brexit sans accord et advienne que pourra, et qu'ensuite on va essayer d'avoir des accords sur tous les problèmes qui vont se poser. Voilà. Mais franchement, je ne peux pas faire de pronostic. Là. Merci beaucoup André Crétan, directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire, et Michel Richard, éditorialiste, au point de nous avoir éclairé en débriefant l'actualité de ce matin. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques hier soir, mais également dans les autres matinales d'infos ce matin chez nos confrères. On se retrouve après. Guerre ouverte entre le Sénat et l'Élysée sur fond d'affaire Benalla. La commission d'enquête parlementaire a décidé de saisir la justice pour faux témoignages. Dans le viseur, Alexandre Benalla, son ami Vincent Crase, mais aussi 3 très proches d'Emmanuel Macron. C'est une forme, pardonnez-moi, de lâcheté de la part de l'institution, parce qu'on voit bien que c'est le président de la République qu'on cherche évidemment à atteindre. Et du coup, comme on ne l'attaque pas politiquement, eh bien, on cherche à attaquer ceux qui l'entourent et qui servent l'État. Cette décision ne repose sur aucun fondement, ni en fait, ni en droit. C'est donc une décision politique qui a été prise par le bureau du Sénat. Non, mais cette indignation, on aurait fait de la politique. Certains disent que c'est un tribunal politique. Oh, écoutez, vous croyez qu'on est au Sénat pour cueillir des coquelicots, à votre avis? La vraie manipulation, on la voit, parce qu'à peine la décision prise, le Sénat dit eh ben ça va être difficile pour les collaborateurs du président de la République de continuer à travailler à l'Élysée. On voit bien l'instrumentalisation politique. Ni l'Élysée ni Matignon ne comprennent que nous sommes dans un pays où l'exécutif doit rendre des comptes au législatif. Moi, j'ai pas assisté à toutes les auditions, mais toutes celles à laquelle j'ai assisté, on a en face de nous des gens dont, et c'est ce que dit le rapport, qui retiennent, on sent bien qu'ils retiennent une partie de la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à cacher? Tout le monde est mouillé dans cette affaire. Enfin, cette affaire, elle a fait imploser le cabinet Macron. Monsieur Emelien, Monsieur Faure, Monsieur Collomb. Parce que si Monsieur Castaner est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, il faut quand même le rappeler, c'est parce que Monsieur Collomb, en anticipant l'affaire Benalla, a démissionné. Donc, c'est pas une affaire Benalla, c'est une affaire Macron. On voit bien qu'il y a une dérive depuis un certain nombre d'années où on ne sait plus très bien à quoi servent les commissions parlementaires. Et je crois que certains veulent leur faire jouer un rôle de quasi-tribunal, et ce n'est pas sain pour notre démocratie. Arrêtons l'arrogance. Certes, le Sénat ne plaît pas dans la décision qu'il a prise ce matin, mais ce n'est pas parce que nous ne plaisons pas qu'elle n'est pas pour autant juste. Les scènes de samedi nous le montrent. La violence est montée d'un cran. Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée. Les militaires, ils sont là pour faire la guerre. Le maintien de l'ordre, c'est un métier tout à fait spécifique. Le fait de faire des annonces à l'emporte-pièce, Benjamin Griveaux qui annonce l'utilisation de l'armée, le chef d'état-major des armées n'est même pas au courant. Tout ça n'est pas sérieux, ça en dit long quand même sur une forme d'amateurisme et sur une
forme de fébrilité des pouvoirs publics. En tant que gilet jaune, je suis en train de regretter la manière dont évolue le mouvement. J'en ai assez de cette violence, j'en ai assez de ce pourrissement qui défigure finalement notre mouvement originel. Et je pense sincèrement qu'il est temps que l'on passe des ronds-points aux urnes. Voilà, dans un instant, troisième partie de notre émission de l'actualité parlementaire. Et elle est riche et politique. À tout de suite.